Bon début de soirée sur la deuxième partie de Déclic, le quart d'heure européen comme chaque mercredi. Depuis le début de l'année, vous le savez sans doute, la Belgique est dans le cockpit de l'Europe. Notre pays préside le Conseil de l'Union européenne. La mission est importante pendant les 6 prochains mois. Nos gouvernements, nos diplomates aussi vont faire de leur mieux pour faire avancer l'agenda politique de l'Union. Mais cette présidence tournante, à quoi ça ressemble concrètement? Quels sont les dossiers, les projets de loi que la Belgique espère faire aboutir? On va en parler ce soir avec notre invité Stéphane De Rink. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le chef de la représentation de la Commission européenne en Belgique. Vous êtes en quelque sorte l'ambassadeur de la Commission dans notre pays, c'est ça? C'est bien ça. C'est la Commission qui propose. Maintenant, la présidence doit achever ce qu'on a proposé. Voilà. Alors, avant de vous entendre, je vais me tourner vers notre monsieur Europe, Sandro Calderon. Bonsoir, Sandro. Bonsoir. Concrètement, qu'est-ce que la Belgique va faire pour l'Europe dans les 6 prochains mois? Petite intro avec vous. Alors, la Belgique aura une mission principale. Ce sera de faire aboutir un maximum de textes législatifs européens actuellement en suspens. Il y en a environ 150. Concrètement, la Belgique va organiser l'agenda des ministres européens, dossier par dossier. Il y aura des réunions sur l'agriculture, l'environnement, le budget, l'industrie, etc. À chaque fois, les Belges chercheront d'abord des compromis au sein du Conseil de l'Union européenne, l'institution où sont représentés les 27 États membres. Puis, dans la foulée, ces mêmes Belges organiseront aussi des réunions avec le Parlement européen pour faire aboutir à des textes législatifs définitif, un travail de facilitateur donc, qui ne fait pas peur aux Belges et à leur fameux art du compromis. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle aussi, se montre plutôt confiante. Votre présidence sera celle de la ligne d'arrivée pour de nombreux chantiers lancés pendant le mandat de ma commission. Et je compte sur les talents des sprinters de Belgique, connus mondialement grâce à vos champions cyclistes, pour gagner le sprint final. Voilà, les Belges seront toutefois confrontés à un obstacle et il est majeur. Ils n'auront pas à proprement parler 6 mois pour faire aboutir les compromis parce que les élections européennes auront lieu début juin et que le Parlement européen, lui, fermera ses portes dès la fin du mois d'avril. Donc les sprints de Belges seront courts mais intenses. Ouais, on a vu le petit sourire satisfait d'Alexander De Croo qui était à côté d'Ursula von der Leyen quand elle s'exprimait. Il aimait bien l'image en effet. Stéphane De Rink, quand même, on se pose la question, même si on est confiant, 150 projets de loi européens en 3-4 mois, c'est du sport, il va falloir faire des choix. C'est du sport, c'est pas du cyclisme, c'est beaucoup de stand-still autour de la table, disons, des négociations. Donc on s'assoit et on parle, mais 150 dossiers, oui, pacte vert, des défis géopolitiques, politique industrielle, donc il y a plusieurs défis qui restent sur la table, révision du budget. Mais il n'y a pas 150 dossiers à terminer. Donc il y a une 60aine de dossiers qui sont prêts ou qui pourraient être prêts à être terminés avec le Parlement européen pour notamment donc conclure avant que le Parlement ferme ses portes, comme Sandro disait. Donc ça, c'est déjà mûr en quelque sorte. C'est pas mûr, c'est la présidence belge en fait de faire mûrir. Certains sont plus mûrs que les autres. Donc, oui, c'est ça. Il y a donc différents états d'avancement. Tout à fait. Il y a des règles sur les finances publiques, dettes et déficits qui sont presque mûrs, mais qui ne sont pas encore mûrs. La migration et l'asile, ça a été conclu sous présidence espagnole, mais maintenant il faut finaliser tous ces textes d'un compromis politique délicat. Donc ça reste aussi aux Belges d'accompagner ce processus. Puis il y a la révision du budget qui fait un débat politique important et difficile avec certains pays, États membres notamment. Et donc la Belgique va avoir besoin de sa diplomatie pour faciliter, pour être le chef d'orchestre de tout ça. La Belgique n'est pas le chef de l'Europe, c'est le chef d'orchestre qui doit faire jouer ensemble toutes ces institutions et tous les États membres, comme disait Sandro. Alors s'il fallait s'arrêter sur 2-3 dossiers qui vous semblent vraiment emblématiques et que la Belgique doit réussir pour réussir sa présidence, quels sont ces dossiers que vous pointeriez, vous? Il y a la révision du budget et ce qu'on a proposé pour l'Ukraine. Quelque chose qui a bloqué au Conseil européen de décembre. Parce que notamment à cause de la Hongrie. Voilà, à cause d'un seul pays. Donc, on parle de 50 milliards d'aides. On continue à parler de 50 milliards, cette facilité pour l'Ukraine, pour continuer cette solidarité avec l'Ukraine, qui est très important, qu'on ne lâche pas et qu'on reste avec l'Ukraine jusqu'au bout de cette guerre que Poutine a commencée. Donc c'est 50 milliards, comme vous dites.
Et il faut trouver un moyen de le faire à travers le budget européen. C'est très important, je pense, que le budget européen montre sa solidarité avec l'Ukraine. 50 milliards pour la période 2024-2027, pour continuer à aider l'Ukraine, les hôpitaux, les écoles, les salaires des fonctionnaires, etc. Et ce sujet-là est déjà à la table en fait de la présidence belge. Il en a été débattu aujourd'hui au niveau des diplomates. C'est un premier test grandeur nature pour la Belgique, ça se passe bien? Premier test, premier progrès aussi. Donc, on n'a pas parlé de l'argent parce que, comme vous disiez, Viktor Orban a bloqué. Donc, ça sera à l'agenda le 1er février. Mais l'instrument législatif pour créer cette facilité pour l'Ukraine, ce mécanisme de support pour l'Ukraine, a fait un pas en avant. Il y a un mandat de négociation avec le Parlement européen pour en parler. Donc, en effet, c'est un premier test qui a été réussi par la présidence belge. Et concrètement, il faut aller chercher des sous ailleurs. Il faut se priver d'autres choses pour pouvoir dégager ces budgets-là. Comment ça marche? Parce que quand vous parlez qu'il faut un budget solidaire, ça veut dire quoi concrètement? Non, parce qu'on a trouvé un moyen avec des mécanismes d'emprunt sur les marchés des capitaux, sur les marchés financiers. Et ça reste aussi à discuter, quelle portion des prêts, quelle portion des subventions, mais c'est de l'argent en fait que tout le monde est d'accord pour que ces 50 milliards va à l'Ukraine, je pense, sauf que M. Orban l'avait bloqué. Oui. Mais donc c'est de l'argent en plus, c'est pas de l'argent qu'on doit aller chercher sur le Green Deal ou sur autre chose. Non, on avait aussi proposé pour la politique industrielle de l'argent supplémentaire. Là, les États membres n'ont pas suivi totalement, et donc là, on va avoir cherché l'argent dans l'argent existant, redéployer, trouver des moyens dans le budget existant pour avoir une politique industrielle plus ambitieuse, parce que ça reste aussi un défi important pour la présidence belge, c'est accompagner cette politique industrielle, cette souveraineté industrielle de l'Union européenne avec le Net Zero Industry Act, comme on dit en anglais, qui est les technologies critiques qu'on veut produire plus chez nous. Alors ça reste à conclure sous présidence belge, et c'est très important pour être moins dépendant en tant qu'Union européenne de la Chine ou d'autres pays tiers, et de produire plus chez nous. Alors, lors de cette présidence belge, tous les gouvernements, le fédéral, les fédérés, vont être complètement mis à contribution, on va dire. En ce moment même, à Namur, il y a une réunion informelle des ministres de l'Emploi et des Affaires sociales. La Flandre aussi est active, et son ministre-président, hier, Jan Jambol, a eu une petite phrase assez étonnante. Il a dit que c'était la Flandre, sa région, qui présidait le Conseil de l'Union européenne en coopération avec la Belgique. Vous comprenez comment, vous, cette phrase ? La Belgique est assez unique dans cette structure aussi. Et c'est parfois aussi, en tant qu'ambassadeur de la Commission en Belgique, je dois expliquer à l'intérieur comment ça fonctionne parfois. Parce qu'en effet, des ministres des gouvernements régionaux peuvent présider aussi le Conseil au nom de la Belgique. Et donc, ça va se faire pour l'industrie, par exemple, ou comme M. Marron va présider la formation sur l'environnement, ministre bruxellois. Voilà. Et donc, M. Di Rupo va présider un conseil sur la politique de cohésion. Donc, tous ces ministres du niveau régional vont présider. Mais c'est au nom de la Belgique. Et il y a ce mécanisme de consensus au sein de la Belgique qu'il faut bâtir. Donc, ce n'est pas que la Flandre, la Bruxelles, la Wallonie qui inventent des positions, c'est au niveau belge, avec la diplomatie belge, que tout ça s'est discuté et concerté. Donc, c'était une sorte de petite provoque, alors, en quelque sorte, selon vous ? Je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, mais en tout cas, la Flandre va présider le Conseil au nom de la Belgique. Je vous écoute, Sandro. Oui. Alors, en fait, outre l'avancement en fait du programme législatif, la Belgique aura aussi une deuxième mission, celle de préparer l'avenir. Alors, notre pays, soutiendra l'élaboration de ce qu'on appelle l'agenda politique de l'Union européenne pour la période 2024-2029. Le but ici est de fixer les grandes priorités européennes, comme la migration, j'imagine, qui va se retrouver, la sécurité, l'économie, le climat pour les 5 prochaines années. Et puis, à plus long terme encore, la Belgique mènera les débats sur la réforme de l'Union européenne, comment assurer sa gouvernance, comment assurer son financement le jour où elle comptera 30, 32 ou 35 membres, le jour où éventuellement l'Ukraine, la Moldavie, les pays des Balkans occidentaux rentreront dans l'Union. Ce sont là aussi deux très très grands chantiers. Peut-être commençons par cet agenda politique. Comment se fait-il qu'on essaye de fixer aujourd'hui des priorités alors qu'il va y avoir des élections européennes ici en juin? Est-ce qu'il ne serait pas plus légitime, plus démocratique d'attendre que ce soit les personnes élues d'ici quelques mois qui décident et pas ceux qui sont là autour de la table aujourd'hui? C'est l'agenda stratégique du Conseil qui se prépare et qui va être adopté par ailleurs après les élections et pas avant. Et donc, ce sont les 27 chefs d'État et de gouvernement
qui, eux, ne sont pas soumis aux élections, sauf en Belgique, où il y a les élections qui coïncident. Mais donc, M. Macron, M. Scholz en Allemagne vont rester en fonction. Donc, c'est eux qui préparent cette agenda stratégique en ce qui concerne le Conseil. La Commission, dans son indépendance, va aussi préparer son agenda et la présidente de la Commission, après 24, va aussi proposer son programme politique. D'accord. Donc, restons clairs. Ça ne cadenasse pas tout à fait. tout le projet politique. Ceci dit, l'agenda, il est clair que certaines choses vont devoir s'y retrouver. La crise climatique ne sera pas finie, donc l'urgence d'action sera là. Ce sera tout, à mon avis, dans ma appréciation personnelle, une question de mise en œuvre du pacte vert que nous avons mis sur la table. Il va falloir regarder avec les entreprises aussi comment donner de la flexibilité pour ne pas nuire à notre compétitivité, pour réduire les obligations aussi sur le reporting des entreprises, par exemple. Notre Premier ministre Alexander De Croo parle effectivement qu'on ne peut pas créer un paradis climatique dans un désert industriel. Donc l'idée, c'est essayer de pouvoir faire les deux à la fois. Il y a une concurrence entre les économies dans le monde beaucoup plus accrue aujourd'hui qu'avant. Et une concurrence plus violente parfois aussi, avec des pratiques déloyales des autres pays. La Chine, par exemple, mais il y a aussi eu un grand paquet aux États-Unis, en fait, de support à l'industrie pour accompagner l'industrie américaine vers l'économie verte. Et donc, nous, on doit aussi avoir notre puissance industrielle dans ça. Et pour le 24-29, ce sera sans doute un thème majeur. Comment faire fonctionner le marché unique avec une puissance industrielle. Aujourd'hui, les Belges, à juste titre, ont certaines craintes sur la concurrence entre les États membres aussi, à cause des aides d'État qui sont données par certains États. Et donc, il faut réfléchir à des mécanismes européens aussi pour soutenir l'industrie européenne. Stéphane De Rink, il y a deux conflits en ce moment qui divisent pas mal les Européens. L'Ukraine, comme le conflit à Gaza. Le rôle de la Belgique, ça va être aussi de maintenir une certaine unité, parce qu'on sait que c'est quand même là assez explosif. L'unité avec l'Ukraine est quand même très forte. Et les sanctions contre la Russie, l'aide financière, je pense que 26 États membres étaient d'accord au Conseil européen de décembre, voyons le 1er février. Enfin, on voit que sur le budget, la Hongrie... Oui, mais je pense qu'on va y arriver, il faut y arriver en tout cas. Donc, mais oui, la Belgique aura affaire, et peut-être encore d'autres chocs que nous ne connaissons pas aujourd'hui, à faire en sorte qu'il y ait une réponse unie de l'Union européenne. Parce que quand nous agissons de façon unie, nous sommes beaucoup plus fortes. C'est ce que nous avons vu avec l'Ukraine jusqu'à présent. Je pense que Poutine a été surpris par la réaction de l'Union européenne. 12 paquets de sanctions, aide militaire aussi, financée par l'Union européenne à l'Ukraine, aide humanitaire, aide financière et macroéconomique. Mais on a un peu du mal à retrouver cette unité sur le dossier du Proche-Orient, là où on sent qu'on n'est pas encore tout à fait sur une Europe qui parle d'une seule voix. Est-ce que la Belgique pourra essayer de concentrer l'attention de ses partenaires pour parler d'une voix, notamment sur la question d'une solution à deux États, et puis éventuellement d'un cessez-le-feu rapide et humanitaire? Je pense qu'on a tous un peu laissé de côté cette solution à deux États dont vous parlez. Nous, les Américains, le monde arabe aussi. Et donc, il faut casser cette logique. Donc maintenant, il faut y arriver, mais ce n'est pas quelque chose qui est réaliste aujourd'hui, évidemment. Donc, il faudra y travailler à terme. Josep Borrell était en Arabie Saoudite hier. Il était le chef de la diplomatie européenne. Tout à fait. Donc, c'est aussi le chef de la diplomatie européenne, avec Madame Labib et avec la ministre des Affaires étrangères, qui vont y devoir travailler pour trouver cette réponse unie de l'Union européenne. Il faut cesser cette guerre à un moment donné. Il faut trouver une solution politique. Parce que ce n'est qu'à travers une solution politique qu'on va pouvoir résoudre la situation. Ce n'est pas autrement. Alors rapidement, une toute dernière question. Elle concerne Charles Michel, le président du Conseil européen, qui va très probablement quitter sa fonction avant la fin de son mandat prévu en novembre, mais il partira sans doute à la mi-juillet après les élections européennes, puisqu'il a décidé de se présenter et que probablement il sera élu. Est-ce que ça va être une difficulté pour la présidence belge du Conseil de l'Union européenne ? J'ai noté que Charles Michel a dit qu'il restera jusqu'au début juillet. Et donc, ça veut dire qu'il restera pendant toute la présidence belge. Donc, je n'ai pas de difficulté particulière. Même le fait qu'il ait annoncé que quelque part, il quitte un petit peu le navire prématurément. C'est le premier des trois présidents qui quitte un peu de façon anticipée. Donc, voyons un peu comment ça se déroule. Oh, vous êtes diplomate, on le rappelle. Merci Stéphane De Rink d'être venu dans le studio de Déclic ce soir pour le quart d'heure européen. Merci Sandro Calderon d'avoir préparé ce quart d'heure. Je vous souhaite une très agréable soirée.